Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 14 août 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission qui a comme thème aujourd'hui deux thèmes, l'évolution de la situation sécuritaire et également la convocation du collège électoral prévu pour le 25 octobre 2015 pour les communales et les régionales. Nous avons trois invités, Gaussou Drabo, éditorialiste, trois éditorialistes donc, Adam Thiam, éditorialiste également, sans oublier Draman Aliou Kone. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Cette première partie est consacrée donc à la situation sécuritaire au Mali après la mort lors d'attaques surprises de plusieurs soldats maliens. Le pays a entamé cette semaine donc le lundi dernier sa deuxième semaine de violence. Tout a commencé en début de semaine avec ce véhicule des forces armées maliennes qui a sauté sur une mine entre Dia et Kera dans le cercle de Tenenkou. L'explosion a fait 3 morts et 2 blessés du côté des forces armées maliennes, mais l'audace des terroristes est montée d'un cran avec la prise d'otages de Sévaré qui aura fait au total 13 morts. Les 2 semaines de violence ont enregistré la mort de près d'une quarantaine de soldats maliens. Alors comment expliquer ces violences, Gaussou Drabo? Bien, je pense que la première explication qui avait été tentée, c'est de dire que de manière assez logique, après la signature de l'accord de paix, les terroristes allaient montrer qu'ils existaient, qu'ils comptaient et qu'ils étaient capables de frapper un peu partout dans le Mali. Et qu'ils ont donc opéré une montée en puissance, aussi bien du point de vue du rapprochement des actions menées que de l'extension géographique. Donc, je crois que ce n'était pas tout à fait inattendu, mais je pense que du point de vue peut-être de la vigilance qu'il fallait développer, nous avons été quand même à plusieurs reprises pris de court. Alors, nous allons signaler également cet assassinat de cet imam de Nampala par des individus armés. Alors, Draman Aliou Kone, comment expliquer encore une fois ces violences qui n'épargnent ni militaires ni civils? Moi je suis apprenti éditorialiste à côté de ces deux géants-là. On est tous les deux dans ce cas-là. Voilà. En fait, on va se répéter, mais ce qui est évident, c'est que tout le monde était conscient que les choses vont être difficiles après cet accord. Mais malheureusement, non, autant aux côtés des forces armées maliennes que de la force Barkhane ou d'administration qui se donne chaque fois, personne n'a pris les dispositions. D'ailleurs, quand la prise d'otage de Sévaré, c'est pour moi c'est une évidence parce que c'est la zone quand même de prédilection de celui qui est notre cauchemar, Amadou Kofa. Mais malheureusement, malgré les mises en garde de la population, parce que le maire le député de Mopti a dit qu'il avait demandé aux forces armées d'aller mettre les mêmes dispositifs militaires au niveau des fleuves pour intercepter les djihadistes qui devaient quitter une forêt là-bas. Malheureusement, personne n'a pris de disposition. On dirait que les choses vont changer d'elles-mêmes. On dirait qu'on nous rêvons toujours. On n'a pas tiré les leçons du passé. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ça va être très difficile. Ce n'est pas les slogans qui vont faire changer les choses. Il faut veiller sur notre sécurité. Et malheureusement, le constat qu'on n'est pas encore conscient de cela au niveau de nos autorités. Et du côté de nos partenaires, on traîne les pieds. Parce qu'on a appris aussi que pendant l'intervention de Mopti, la France a refusé d'intervenir sans une lettre express du IBK au président Hollande et que la MISMAT a même refusé de transporter les forces spéciales à Sévaré. Il a fallu que le ministre ait menace d'expulsion les deux pilotes pour qu'on puisse amener, pour qu'il y ait d'amener les forces surtout maliennes à Sévaré. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qu'on ne nous a pas dit, mais malheureusement, moi j'ai comme ce sentiment qu'on pense être dans un pays normal encore. Mali est toujours en guerre. C'est pas le cas. On est un pays en guerre
Et on est là dans ça pour 2 ou 3 années encore. Alors, vous avez évoqué les difficultés de mobiliser les troupes étrangères. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'armée malienne est submergée, Adam Thiam? Submergé, je ne sais pas, mais limitons-nous déjà aux faits. Donc, Rarous, on sait que c'est un djihadiste du nom de Al-Mansour Agal Kassoum, qui est l'auteur de l'attaque. Et ce n'était pas une attaque surprise, puisque nous avons même fait venir des renforts conduits par le lieutenant Karambé de l'Éré. Ils sont restés une semaine sur place. Et puis, au moment où la vigilance a baissé, El Mansour a attaqué. Et El Mansour avait été signalé au préfet de Rarous, à la MINUSMA, aux forces de sécurité du Mali et aux forces françaises. Et le plus grave, c'est qu'on pense même que c'est lui qui est l'auteur de l'embuscade qui a coûté la vie à une dizaine de Burkinabés sur la route de Goundam. Et que c'est lui qui a fait pratiquement toutes les poses de mines dans la région de Tombouctou. Donc c'est un djihadiste freelance qui n'est pas affilié à AQMI, mais il existe à Rarous, il existe à 70 km de Rarous, il est connu de toute la population, il avait été signalé. Et donc c'est un peu surprenant effectivement que cette attaque ait eu lieu. Sévaré, il n'y a pas eu de prise d'otage, contrairement à ce qu'on dit. L'objectif, c'était le camp. Okay. L'objectif, c'est le camp. On ne sait pas combien de djihadistes il y avait. On sait, le gouvernement a annoncé 4 morts, mais bon, sur les photos de militaires, effectivement, on identifie un djihadiste. Ça, c'est sûr. Alors, où sont les autres? Mystère et boule de gomme. En Nampala, c'est un règlement de compte entre le Front populaire du Massina et la population locale. Parce que l'imam qui a été assassiné a été suspecté d'avoir informé l'armée sur la présence d'un certain Ba qui était djihadiste. Okay? Et on sait effectivement que le Front populaire du Massina avait fait le tour de tous les villages pour dire que celui qui nous dénonce est mort. Et puis à Bamako, récemment, mercredi, c'était une action probablement djihadiste que le ministre a dit que c'était isolé, mais c'est possible, hein, mais c'est une action terroriste, une action djihadiste. C'est pas du braquage, c'est pas un truc crapuleux, c'est djihadiste. Donc, moi je pense que de ce point de vue-là, oui, on peut dire qu'effectivement, l'armée est submergée pour les raisons qu'a dites que Gassou Drabo a évoquées. C'est-à-dire les djihadistes n'acceptent pas d'avoir été tenus à l'écart de l'accord d'Alger et ils veulent montrer qu'ils peuvent frapper partout. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que le service de renseignement du Mali a pêché Gassou Drabo? Moi, je ne suis pas tout à fait dans le secret des dieux, mais je pense que la première chose, c'est effectivement analyser correctement la situation comme ont tenté de le faire Thiam et Alou Draman Koné. C'est-à-dire que on doit reconnaître tout d'abord que, vous savez, et c'est clair à travers, par exemple, la relation de Thiam, c'est qu'il y a un mouvement djihadiste comme ça, une levée globale. Et derrière, il y a toute une série d'épiphénomènes qui se déclenchent. Il y a des règlements de compte, il y a des francs-tireurs qui se mettent en route en profitant du désordre ambiant. Il y a des actes de vengeance comme à Nampala, il y a des actes de représailles comme à Gabéry. Donc ça veut dire qu'il y a une ébullition de violence à l'intérieur du pays et qui peut se produire sous n'importe quelle forme. Moi, par exemple, peut-être je n'adhère pas tout à fait à l'analyse de Thiam sur Sévaré, mais c'est secondaire. Je pense que sur Sévaré, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, à l'intérieur même du Front de libération du Massina, n'importe quel franc-tireur peut se lever, réunir un groupe de 5 personnes, se prévaloir de l'autorisation de l'imam de Koufa et déclencher une action. Moi, ce que je perçois dans toute l'action de Sévaré, il y a beaucoup d'amateurisme. Parce que personne ne peut aujourd'hui... De la part de qui? De la part de ceux qui ont attaqué. De ceux qui ont attaqué. Parce que vous ne voyez pas exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire.
est-ce que c'était une prise d'otage? Est-ce que c'est pas un attentat suicide de toute façon? Mais même la prise d'otage a été commencée de manière tellement maladroite et les gens se sont enfermés eux-mêmes dans un piège dont ils ne pouvaient pas sortir vivants. Mais cette maladresse est dangereuse parce que elle est meurtrière et elle est encore moins prévisible qu'une action construite, imaginée par quelqu'un d'organisé comme Yad par exemple. Donc ça nous oblige à nous adapter pratiquement au mode d'action de ceux qui vont semer le désordre. Et je suis d'accord avec Thiam, il faut pas essayer de se rassurer en disant c'est un acte isolé. Ils font cet acte isolé délibérément pour semer l'insécurité et pour semer le désarroi. Ils ne sont pas suffisamment implantés pour une action d'envergure dans le sud, mais ils sont suffisamment équipés et suffisamment sûrs d'eux pour multiplier les actes isolés. Et lorsque vous multipliez les actes isolés, l'onde de choc que vous répandez, c'est comme un caillou que vous jetez dans l'eau. Le cercle s'élargit au fur et à mesure que les jours passent. Et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Alors revenons un peu à la situation de Sévaré. Dramane Aliou, vous avez évoqué tout à l'heure une mauvaise foi, si on peut qualifier cela, de la part de la MINUSMA pour transporter les forces du Mali jusqu'à Sévaré. À partir du moment où les éléments de la MINUSMA étaient également pris dans cette situation, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait mauvaise foi de la part de la MINUSMA? Non, on va le dire, il y a mauvaise foi parce qu'en fait, il y a un problème. Déjà, sur l'opération, ils pensent qu'il y a déjà une divergence de vue entre l'État malien et la MINUSMA. La MINUSMA pense que c'est par pur hasard que les gens se sont retrouvés dans l'hôtel. Le Mali passe depuis 2 âges. Là, il y avait déjà un problème. Deuxièmement, le problème du timing. Ils pensaient que les militaires maliens étaient trop précis et qu'il fallait donner le temps. Peut-être les gens allaient craquer parce que ce n'est pas les gens qui étaient habitués à supporter la pression pendant un long moment. Malheureusement, sur la manière d'aborder et de résoudre la crise, il y avait cette divergence qui a fait que la MINUSMA a dit qu'elle ne donne pas ses armes pour transporter les gens maliens. Et il y a aussi le soupçon de la mauvaise formation des gens maliens. Ils pensent qu'ils ne sont pas très bien équipés pour faire une telle opération. D'ailleurs, ils pensent même que ceux qui sont morts sous les balles des militaires maliens parce qu'on a appris aussi qu'ils ont agi avant même l'arrivée des armes là. Il y a une crise de confiance entre les deux parties qui fait aujourd'hui qu'on a vraiment des problèmes. Moi, je pense qu'il est temps qu'on rouvre une négociation, comme des discussions en France entre la MINUSMA, la force Barkhane et l'État malien sur ces questions. Parce qu'ici, il n'y a pas de coordination entre les différentes forces sur le terrain. Il n'y a aucunement une chance d'avoir des dessus sur ces terroristes-là. Et quand j'ai lu hier l'analyse de Glaser qui dit que l'État français a décidé de se mettre en retrait au Mali, ça veut dire qu'on nous laisse face à ces adversaires contre qui on n'a pas assez de moyens. C'est qui dit qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance, autant entre le Mali et la MINUSMA qu'entre le Mali et la France. Il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on se parle. Certainement, on n'est pas exemple toutes les poches, mais aujourd'hui, il faut aller vite parce que nos forces seules ne peuvent pas faire face à ces djihadistes-là. Non seulement en termes de rapidité des postes aux attaques, qu'en termes de formation. Et si on doit rester dans cette situation où chacun va agir de son côté, il n'y aura pas de solution. Alors nous allons parler de la coordination entre les forces pour combattre donc le terrorisme, mais juste avant, nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook et notre compte Twitter sont là pour vous si vous souhaitez réagir à nos productions et à ce débat si vous le souhaitez, ou bien réécouter l'émission après. Donc, vous pouvez le faire sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors, la coordination entre les forces qui sont au Mali contre le terrorisme, comment cette coordination doit s'effectuer, Adam Thiam? J'en sais rien, mais laissez-nous débattre, parce que sinon ça devient 3 monologues. Et pour réagir un peu à ce que Dramane Aliou a dit, et d'abord ce que Gassou a dit, il faut qu'on apporte l'information aux éditeurs que l'attaque de Sévaré a commencé à 6h du matin. C'était le camp
de l'armée de l'air qui a été attaquée. Les 4 militaires ont été tués dans le camp militaire. C'est après, effectivement, qu'ils se sont repliés sur l'hôtel. Et effectivement, un journal sud-africain a sorti aujourd'hui que le Sud-Africain a été tué par les balles de l'armée, du gouvernement, de l'armée malienne. Donc il y a déjà des vérités à établir. Il y a des vérités à établir, pas à cacher. Parce que c'est dans la presse d'un autre pays qui maintenant demande des comptes au gouvernement malien. Donc ça, c'est important à dire. Pour ce qui est du transport des troupes, je ne pense pas que la situation soit aussi simple. C'est-à-dire la MINUSMA a besoin d'autorisation pour tout. Et ceux qui étaient dans cet hôtel n'étaient pas les troupes de la MINUSMA, c'était les contractuels de la MINUSMA qui, dans leur assurance, acceptent les risques. Mais bon, on aurait pu effectivement, je ne pense pas qu'on aurait dû chipoter sur le transport des forces spéciales maliennes à Sévaré devant le danger qu'il y avait. Mais l'autre chose, ce qu'on peut dire, c'est que Sévaré est quand même dans l'œil du cyclone depuis très longtemps. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de force spéciale simplement basée là-bas. C'est-à-dire tout ce qu'on dit ici pointe les déficits qu'il y a du côté malien. Donc déficit de transport aérien, déficit de forces spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Et tant que ce déficit n'est pas résorbé, il n'y a pas de victoire possible contre le djihadisme, parce que la coordination des troupes et peut-être des forces est illusoire. Barkhane a un mandat spécifique et ne viendra même pas à Bamako. La MINUSMA n'a pas la vocation effectivement à entreprendre. À lutter contre le terrorisme et la vocation à se défendre et à défendre les populations civiles. On peut extrapoler, mais je crois que la seule solution réelle, c'est que le Mali puisse compter sur lui-même et l'équipement et puis la formation qu'il faut pour relever le défi de la guerre asymétrique. Alors, en termes d'attaque, la MINUSMA ne peut certes pas agir, mais en termes de renseignement, elle peut peut-être s'impliquer pour faciliter la tâche à l'armée malienne. Gassou Drabo, encore une fois, comment pensez-vous que cette collaboration pourra s'établir entre les forces ? Vous savez, je ne sais pas si cette collaboration est possible, parce que la MINUSMA, comme l'a fait remarquer Draman Alou, se tue à longueur de journée à nous répéter qu'elle n'est pas là pour combattre les djihadistes et les terroristes. Je crois qu'elle l'a fait dans l'enceinte ici et de la manière la plus catégorique. Elle s'affirme non équipée pour cela. Au-delà même du mandat, et je crois que lorsque son chef d'état-major s'est rendu à New York, il a avoué qu'ils n'avaient même pas les moyens de se défendre, à plus forte raison d'entamer une action offensive. Donc l'apport de la MINUSMA reste très aléatoire, même en termes de renseignement. Je crois que les drones qu'il possède actuellement sont surtout affectés à la protection de certaines patrouilles lorsqu'elles s'aventurent très loin des plus grandes bases. Donc, en fait, nous sommes obligés aujourd'hui, peut-être, et je rejoins Draman Alou sur ce point, demander à nos partenaires de nous appuyer sur ce qui nous manque. Lesquels ? Par exemple, les partenaires ? Non, je pense que ce soit la France, que ce soit les États-Unis qui ont qui ont basé des drones au Niger et tout cela, nous aider d'abord dans le renseignement technologique, parce que sur le renseignement sur le terrain, ça c'est notre travail et nous ne pouvons pas y échapper. Et il faut effectivement un peu plus d'apport en termes d'appui pour, disons, nos équipements qui se détruisent à grande vitesse actuellement. Mais je ne pense pas qu'il faille vraiment, de manière basique, compter sur la MINUSMA. Comme Thiam avait proposé de discuter, je ne veux vraiment pas polémiquer, mais je veux dire que dans toute cette action, Thiam, à Sévaré, je ne vois pas la construction. Même si on accepte l'hypothèse de l'attaque de la base de l'armée de l'air, lorsque vous connaissez Sévaré, vous rentrez dans un entonnoir et pour en sortir, c'est tout un problème. Or, ces assaillants n'ont pas eu un comportement de commando suicide. C'est ce que je voulais dire.
Ça veut dire qu'ils sont simplement Madame Thiam. ils sont moins bons et moins dangereux qu'on le pense. Parce qu'effectivement, c'est de la folie qu'un si petit groupe d'hommes essaie d'attaquer tout un camp militaire. Mais de la même manière, effectivement, on a quand même mis du temps à les débusquer et le bilan est quand même un peu trop lourd pour un pays qui aurait dû ou qui a encore besoin d'avoir des forces spéciales pour lutter contre ce genre de... Mais moi, je pense qu'en fait, quand on écoute le gars qui a fait la revendication, il dit qu'ils ont eu la bénédiction dans le Kofa, mais ça veut dire qu'il n'a pas participé à l'attaque. Alors, c'est doublement revendiqué. Bon, c'est la même chose. Le gars, il est à Bichemé entre les Mouaboutines de l'autre, le Ben Mokhtar, comme il y a des gens qui sont isolés, qui se vendent de tout le monde et qui agissent. Mais les gars, ils ne sont pas venus comme ça. On avait trouvé sur un corps un plan de Sévaré. Et ils ont tiré ça de Google, je crois. C'est qu'ils avaient préparé leur coup. Malheureusement pour eux, c'est comme on dit, c'est une équipe qui était assez restreinte, qui était assez faible. Bon, peut-être c'est une folie, mais quand les djihadistes attaquent aussi, c'est pas pour en sortir vivant. Hein. C'est ça aussi la question. Quand ils viennent attaquer, c'est pour porter quand même un coup dur à l'État malien. Quand même ordonné. Mais ils se sont repliés à l'hôtel. Ils se sont rendus eux-mêmes inoffensifs. Non, en fait, dès qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas atteindre le cas, pour eux aussi, il fallait. L'hôtel, c'est aussi une base arrière. Non, pas une base arrière. C'était aussi une cible qu'on pouvait aussi attaquer, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je n'ai pas compris, c'est l'impréhension de nos forces. On ne peut pas dire que. On a toujours dit que c'est la lisière comme du front, Mopti. Et que Sévaré, c'est dans l'ennemi des gens de Kofa. Pourquoi ne pas déplacer, moi, c'est même un groupe restreint de corps et des gens spécialisés de la gendarmerie là-bas. On peut faire ça. On a un problème d'anticipation de ces faits-là. Et malheureusement, jusqu'à plus le contraire, on continue à vouloir nous faire croire autre chose. Quand on écoute les ministres, ils parlent des cas isolés, mais un cas isolé qui frappe de plein cœur. Imaginez à Dinever, la gare routière. Mais c'est un monde fou. Si les gens sont capables de venir tirer sur les gens et ils s'en allent comme ça, c'est grave. C'est pour vous dire que moi, je constate à la limite une inconscience de nos responsables. C'est le mot est fort, mais c'est les autorités. Or, le danger est imminent et partout. Voilà. Alors nous allons passer donc à la deuxième partie de cette émission consacrée aux élections du 25 octobre. Prévu donc pour le 25 octobre prochain, le collège électoral a été convoqué et d'ores et déjà des voix se lèvent pour dire que cette date ne convient pas et c'est de la part de la SEMA donc qui demande que cette date soit repoussée pour permettre aux réfugiés de regagner le bercail et également de permettre que certaines situations se règlent au niveau de l'application de l'accord de paix. Est-ce que déjà c'est un test grandeur nature pour la régionalisation que le gouvernement veut donc mettre en place, Gaussou Drabo? Bon, je pense qu'il ne faut pas obligatoirement se presser pour le test parce qu'effectivement la régionalisation déjà n'est pas tout à fait sur les rails, c'est déjà un concept qu'il faut éclaircir, détailler et mettre sur le débat et surtout le faire accepter par les populations, que tout le monde ait la même compréhension de l'évolution qu'on souhaite imprimer à cette gouvernance locale. Donc pour le moment, le gouvernement avance comme raison principale les limites que lui impose la loi et tout cela. Mais je crois que les réserves vont au-delà de la SEMA. Lorsque je crois que toutes les interviews qu'ont réalisées, aussi bien les médias publics que les médias privés, montrent une forte réserve. Et cette réserve se base avant tout sur le niveau de dégradation de la sécurité. Étant donné que le droit de vote est un droit qui doit pouvoir être exercé par tout Malien, on doit arriver à une situation où au moins un maximum de Maliens peut exercer ce droit, mais sans se mettre lui-même en danger. Et c'est cela que le principal pari qu'il faut réussir d'ici l'échéance. Et ce n'est pas sûr que d'ici octobre, ce soit un challenge qui aura été complètement relevé. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, Adam Thiam, vous avez besoin d'une question ou bien vous voulez entamer déjà la discussion? Non, c'est-à-dire qu'il y a déjà, Gaussou a dit les raisons pour lesquelles c'est peut-être un peu précipité, mais c'est que même si tu lis l'accord d'Alger, l'accord d'Alger qui est quand même supérieur à la loi malienne, on ne peut pas aller à l'élection sans avoir relu
les textes qui réglementent l'élection. Parce que dans ça, il y a effectivement toute la partie, toute la partie relative aux conseillers municipaux, aux communes, à la gestion des communes, etc. Donc c'est ce travail qui doit être fait. Si ce travail est fait, validé avant octobre, peut-être oui, et il sera possible de faire l'élection, mais au rythme, si tu vois notre capacité d'exécution, ce n'est pas du tout évident qu'on puisse faire ce travail avant octobre. Et donc la CMA a déjà dit très très clairement que c'est une violation de l'accord. Et puis beaucoup de partis politiques disent que compte tenu déjà du contexte d'insécurité qu'il y a, il faut peut-être aller un peu plus, il faut y aller mollo, quoi. Donc je ne vois pas très honnêtement pourquoi on veut aller à l'élection en octobre en disant que c'est pour respecter la loi alors que ça viole un accord international qu'on a signé. Alors est-ce que, encore une fois, cette situation de la CEMA, cette révision dont parlait Adam tout à l'heure, pourra se faire non, mais en fait, dans l'accord, on a parlé de transitoire. C'est que moi, je pense qu'on apprend 1 an pour faire tous les textes. Et j'ai entendu le Premier ministre parler de réforme constitutionnelle. Et l'argument que l'État et le gouvernement malien avancent, c'est un argument qui ne tient pas. Dans la mesure où ils ont déjà vu la loi, il y a eu des prolongations contre la loi. Parce qu'on avait dit que la prolongation est descendue d'une fois, 2 fois. Les enfants n'ont pas prolongé, mais ils ont prolongé 3 fois. Déjà, si on a commencé à violer la loi au nom de l'achat de la paix, pour continuer dans la même voie. C'est que sûr, je pense qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de faiblesses de nos textes. Je pense qu'il y a l'occasion de mettre tout à plat. Et d'ailleurs, même, j'ai pris l'exemple sur la réforme, la discussion du président de la République avec la crise de 2012. On a compris que notre texte n'est pas adapté à la réalité de notre pays. Il faut voir ces possibilités pour créer d'autres problèmes. Aujourd'hui, l'accord de paix prévoit une période de transition qui doit être mise en profit pour relire les textes. Allons-y à ça, c'est l'essentiel. Et quand on veut chaque fois faire plaisir, encore, je ne sais pas pourquoi ils sont précisés à annoncer la date. Dès le moment où vous avez déjà violé les textes, et on n'est plus dans la constitution malienne, parce que les lois, on parle d'un seul report, 2 reports possibles, on a fait 3 reports. C'est que la loi n'existe plus dans la matière. Je pense que l'État et le gouvernement pourraient être plus intelligents en annonçant à organiser cette élection qui ne sera pas ni transparente, encore moins équitable et légal pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas transporter plus de 100 000 personnes de l'extérieur au Mali pour les faire participer à l'élection. Encore faut-il savoir s'ils veulent revenir. Non, bon, qu'ils veulent revenir ou pas, en tout cas sur le terrain ne favorise pas leur retour. Dès le moment qu'on a ce constat, il faut être réaliste. Je pense qu'il faut, à la limite, dès à présent, renoncer à ces élections et préparer les textes qu'il faut. Et dans 1 an, même dans 6 mois, si la situation sur le terrain est favorable, et a que les textes appropriés, adaptés à la situation, on va aux élections. C'est pas pressé. On est en crise et la crise, on ne joue pas cette crise-là en un tour de main. Il faut que les gens aient cette conscience qu'on n'a pas encore sorti de la crise. Le plus difficile à venir, c'est encore écoler les morceaux. Pour le moment, même pour mettre en place un comité de soutien, un comité de suivi, nous sommes en train de faire 2 mois. C'est qu'ici, on a lu les textes, on fait encore 1 an. Il faut être réaliste. Je pense la CEMA qui demande également, dans cette même mouvance, que le comité de suivi se mette en place d'abord avant de parler d'élection. Et ils ont raison. Parce que moi, ce que je voudrais aussi que les gens mettent la CEMA devant sa sortie. Parce qu'on pense qu'ils disent que c'est eux qui veulent sécuriser le Nord. Mais pour le moment, ils ne sont pas impliqués dans la sécurité du Nord. Or, je vois que si on avait mis en place des comités et que les partis mixtes commencent à travailler, ça peut aussi réduire le nombre d'attentats qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas comme les attentats, c'est aussi au sud. Au sud, même ça, ils ont comme ils quittent les partis du Nord pour s'infiltrer au sud. Mais ce qui est sûr, vous élargissez les limites de la Zawa. Mais c'est vrai, mais c'est la base. Mais c'est que comment je ne comprends pas, notamment l'attitude de notre gouvernement par rapport à cette question-là. Allons-y vite, parce que l'urgence est là. Voilà. Alors, sommes-nous dans une situation exceptionnelle pour tenir ces élections? Nous allons en parler juste après cette courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le forum de la presse réunit aujourd'hui 3 éditorialistes pour 2 thèmes. Nous sommes déjà dans le deuxième thème qui parle des élections du 25 octobre prochain, les communales et les régionales. Alors, Gassou Drabo, est-ce que le gouvernement du Mali peut se prévaloir de dire, en disant que nous sommes dans une période exceptionnelle en tenant ces élections, quitte à faire entorse à la loi? Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Je pense qu'il n'y a pas de citoyens maliens qui aujourd'hui nient le fait que nous soyons dans une situation exceptionnelle, dont nous ne voyons pas encore très bien la manière dont nous allons en sortir et à quel prix nous allons en sortir et de quelle manière même nous allons en sortir. Donc, je suis d'accord avec Dramanou, il y a une série de priorités qu'il faut réaliser. Il faut vraiment aplanir d'abord tous ces préalables sur la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il faut obligatoirement impliquer tous les acteurs qui sont attachés à l'intégrité du Mali et au rétablissement de la normale. Et il faut en fait donner des motifs d'espérer à nos populations. Actuellement, nos populations ont surtout des motifs d'inquiétude. Et cela, même de manière subsidiaire, ça veut dire que vous organisez les élections aujourd'hui, qui est à la tête vraiment aux élections. Donc vous pensez que c'est précipité de parler d'élections actuellement? Ce n'est pas dans l'esprit je crois, de l'écrasante majorité des Maliens, ce n'est pas une priorité. Et ce n'est pas du tout l'urgence à résoudre très rapidement. Et ce n'est le préalable à aucune amélioration de la situation. Donc il y a tout. Je crois que si le gouvernement veut trouver une sortie exceptionnelle et trouver une solution exceptionnelle pour retarder les élections locales et régionales, je pense que l'opinion le comprendrait facilement. Alors, certains estiment que les 3 régions du Nord totalisent 85 communes sur les plus de 700 que compte le pays et que ces 3 régions peuvent donc attendre ou bien être écartées des élections. Est-ce que cela est possible et envisageable, Adam Thiam? Non, mais il y a un dispositif, il y a une période, en fait, il y a des dispositifs transitoires. Et les dispositifs transitoires, quand tu les intègres, vont même nécessiter effectivement un changement de la Constitution. Il y a tellement d'effets de chaîne que, très honnêtement, moi, je ne sais même pas. C'est-à-dire que votre question, est-ce que c'est précipité d'aller à l'élection? La réponse, à mon avis, c'est oui. Mais c'est accepter même de parler de cette élection, c'est valider la précipitation pour moi. Parce que le pays a bien mieux à faire en ce moment que effectivement d'essayer de planifier des élections qui sont même invalides au regard de l'accord signé. Alors peut-on tenir les élections sans les 3 régions du Nord, Dramane Aliou? Non mais écoutez, ça c'est une folie quand même. Moi, en fait, ce que je ne comprends pas pourquoi on fait à l'élection. Je vois qu'on tient les élections pour l'enchaînement. Le changement, même si tu fais une élection aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le sud, c'est au nord. C'est les problèmes concernés. Il veut qu'on change le mode de la gouvernance chez eux. Tu vas élire des conseillers là-bas sans impliquer les réfugiés. Mais parler de 85, c'est faux. Aujourd'hui, une grande partie de la région de Ségou est concernée par l'insécurité. Une grande partie de la région de Mopti est concernée, même Ségasso. Le Mali entier aujourd'hui est dans l'insécurité. C'est ça la question. L'accord concerne tout le Mali. Aujourd'hui, c'est ça. Et puis on dit, l'accord prévoit une période de transition. Pourquoi vivre l'accord? Quand on dit, donne-nous le temps d'organiser une élection transparente, acceptable pour tout le monde. Moi, je sais, si jamais on fait une élection de ceux qui laisse les 3 régions, ça peut donner comme des personnes à des gens pour dire qu'on a fait consommer une session du pays. Et là, ils ont raison sur ça. Je pense qu'il faut voir le Mali comme un tout. Ils ont l'habitude de dire les gouvernants, indivisible. Si c'est ça, on va vouloir faire des élections pour une partie, laisser une partie. Soyons logiques. Et moi, c'est moi je dis qu'il y a une certaine inconscience. Le monde n'est pas très fort, mais je pense qu'il y a une certaine inconscience si certains, en voulant aller à l'élection, au moment où certains cherchent à vivre d'abord. Par exemple, dans certains pays où moi j'ai des parents qui sont venus par là, ils sont toujours en train de replier vers Ségou. Parce que du jour au lendemain, on peut tuer. Mais on n'a pas conscience de leur malheur avant qu'on veut faire des élections parce qu'il y a des choses à gagner. C'est là où on se rend compte. Même les acteurs politiques qui sont les premiers concernés ne sont pas partants.
quand le ministre a rencontré les acteurs politiques, c'est presque 80% ont rejeté comme la tenue des élections. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à vouloir reconnaître les élections pour donner l'impression aux gens que tout est normal dans notre pays. Rien n'est normal, on est toujours en crise, on est toujours en guerre, et quand on est en guerre, on ne peut pas d'élection. La Fondation Friedrich Ebert a dit que 80% des Maliens ne connaissent pas le contenu de l'accord. Peut-être qu'il faut inclure dans ces 80% le gouvernement. Sinon, ce n'est pas possible qu'en prenant connaissance du contenu de cet accord, on parle d'organiser des élections communales en octobre. Alors, tenir des élections, cela suppose également la présence des fonctionnaires au niveau de dans certaines zones comme Kidal aujourd'hui, si on veut parler d'élections qui concernent tous les citoyens donc, du Mali. Comment aujourd'hui redéployer les fonctionnaires dans ces zones, Gassou Drabo? Vous savez, bon, moi je me réfère à un reportage que le correspondant de l'Essor, Adama Diarra, a eu la chance de faire il y a 2 semaines à Kidal. Et c'est un jeune homme très posé et surtout il connaît la réalité kidaloise. Lorsque vous regardez son reportage, c'est très simple. Kidal, c'est divisé en 2. Il y a le camp de la MINUSMA d'un côté et il y a, disons, tout ce qu'il y a comme troupes, éléments djihadistes de l'autre côté. Qui tiennent la ville véritablement et qui font ce qu'ils veulent. Donc, tous ceux qui ont pu quitter... Vous ne parlez même pas du MNLA? Je ne parle même pas du MNLA parce que la réalité, celui qui tient les armes et qui tient la puissance militaire, c'est lui qui tient la ville. Il laisse les autres y vivre, mais disons que, à condition que l'ordre qu'il a instauré ne soit pas dérangé. Donc, Kidal est aujourd'hui encore 10 fois plus anormal qu'il y a un an. Non. Donc vraiment, c'est-à-dire que il y a tellement de problèmes à surmonter pour réinstaller l'administration, pour faire marcher au moins les services de base, que il faut que nous acceptions avant tout que ça va être une œuvre de très longue haleine, de très longue laine. Et c'est malheureux de le dire, mais il vaut mieux l'accepter maintenant qu'ensuite s'étonner de toutes les difficultés que nous allons raconter. La MINUSMA, ça ne l'intéresse pas de changer la situation. Elle s'est barricadée et elle n'a que des relations avec la part de la population autochtone qui y travaille. Vous voyez que tous ceux qui ont pu quitter Kidal sont partis. Ils sont restés ceux qui n'ont pas le choix. Alors on parle de compromis. Est-ce que des compromis sont possibles encore une fois, pour la tenue de ces élections entre les partis? Non, c'est que moi je ne comprends pas. Pas les élections, c'est à la limite. C'est ça le mot. Je dis que c'est une inconscience de vouloir aller à l'élection. Mais ce n'est pas seulement, quand on parle de Kidal, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est le problème. N'en parle là. Massina, Nyono, autres, les gens sont dans la perte permanente. Vous voulez que les gens parlent d'élection alors qu'on ne peut pas y vivre? Aujourd'hui, ce qui importe, c'est vraiment être consciencieux. Comme il a dit, il faut faire un séminaire gouvernemental pour expliquer aux ministres ce qu'il y a dans l'accord. Apparemment, c'est le job seulement qui a lu l'accord. Et M. le ministre qui était à Alger, eux, ceux autres n'ont pas lu. Que M. Maga se rend compte du compte de l'accord pour savoir qu'on a prévu une période transitoire. Il y a des chefs. Chef? Le Premier ministre et le Président. Non, je parle du ministre de la Santé. Mais il a des chefs. Bon, je crois qu'il en soit, c'est que sûr, lui, c'est lui qui annonce qu'il nous a annoncé l'élection. Moi, je pense que ce monsieur n'a pas connaissance du compte de l'accord, qu'il fera une connaissance du contenu, qu'il comprenne qu'il y a une période transitoire qui est prévue. Quand on parle de transition, on suspend tout. C'est clair là. Vous avez une assemblée nationale qui est en train de travailler pour les autres outils de gestion locale. Laissons le temps faire les textes et voir tout ce qui ne fâche pas dans notre pays. Et il part de bons pieds. Malheureusement, je comprends. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on va aller à l'élection en octobre. C'est impossible. Même techniquement, c'est impossible. Comment tu veux transporter tous ces équipements dans cette localité-là? Ou vous voulez dire que le Mali, c'est à 2 vitesses. Il y a le sud qui est encore, là-bas, il s'est apaisé. Et nord, on laisse encore le temps. Non. Ne donnons pas les personnes à des gens pour avoir raison sur nous. Laissons tout. Exploitons l'accord, même s'il n'est pas bon, on l'a déjà signé. L'accord, prenons le temps qu'il faut pour y voir les textes. Il faut mettre tout à plat. Quand on aura les meilleurs textes possibles, quand on aura l'accord de tout le monde, on va faire des élections apaisées
et accepté par tout le monde. Voilà. Alors, on parle de compromis. Vous avez un avis là-dessus, Adam Thiam? Non, honnêtement, je ne sais pas si un compromis est possible sur la question de l'élection autrement que celui de les reporter. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. C'est-à-dire il faut respecter l'accord. Hein. Quand l'accord est respecté, on passera à autre chose. Parce que c'est même de cette élection-là que viendront effectivement les exécutifs régionaux, parce que ce sera élu et tout. Donc c'est vraiment une innovation déjà qui est extrêmement difficile à dompter, et il faut se donner le temps de le faire. Et puis, il y a ce qu'on ne sait pas, parce que nous vivons dans la capitale et nous ne savons pas nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe à l'extérieur. Dans le cercle de Djoura, le Front populaire du Massina a changé les chefs de village. C'est-à-dire qu'il a nommé une administration, des administrations locales. Ça va arriver à Nampala, ça va arriver dans les autres zones. Donc il faut d'abord amener la sécurité et l'ordre dans le pays. Et à ce moment-là, l'État peut penser effectivement à organiser des communales dont l'urgence ne s'impose pas pour octobre. Alors justement, par rapport au retour de la sécurité, comment aujourd'hui, avec ces élections annoncées, on peut assurer la sécurité des acteurs qui vont également se rendre dans les urnes pour voter, si cela se rend possible? Non, très honnêtement, sans dramatiser, je pense que mes excellents collègues ont montré la complexité de la situation actuelle, pour même la vie quotidienne. Donc ça veut dire que pour une opération qui sort de l'ordinaire, comme l'organisation des communales et des régionales dans une formule nouvelle, la difficulté est encore plus grande. Donc il y a non seulement du point de vue de la sécurisation des votants, mais même de l'attraction qu'il faut, de l'envie qu'il faut donner aux citoyens d'aller aux urnes. On revient à la même chose. Vous savez, lorsque nos compatriotes sont angoissés sur certains problèmes et qu'ils souhaitent voir la solution de ces problèmes, il vaut mieux consacrer le meilleur de nos énergies à cela. Je crois qu'on a parlé de ce qui est arrivé par exemple à Sogounko. Si vous avez des amis qui logent dans la zone, le bruit qui s'est répandu lorsqu'il y a eu les coups de feu, c'est que les djihadistes sont arrivés à Bamako et qu'ils ont pris... voilà. Donc ça veut dire que dans l'inconscient même de nos compatriotes, il y a des choses qui sont parfaitement imaginables aujourd'hui, même si elles sont absurdes, même s'il n'y a aucune prémisse. Donc il faut au moins enlever cela de la tête des gens. Et c'est cela qui occupe de manière prioritaire l'esprit. Ce n'est pas encore les élections. Et donc je crois que le devoir du gouvernement, c'est effectivement d'apporter un maximum d'assurance sur... le fait de stopper la dégradation de la situation sécuritaire et de revenir petit à petit à une normale acceptable par tous. Alors, il y a des paris pour le taux de participation, Adam Thiam. Une idée? Non, mais vous êtes candidat à cette élection, finalement. Parce que vraiment, ce qu'on s'évertue à vous démontrer que ce n'est pas bon d'aller à cette élection, peut-être le gouvernement même va les reporter. Et si dans le contexte actuel, en tout cas dans une région comme Mopti, oui, ce n'est pas la préoccupation des gens. Est-ce que vous savez, par exemple, et demain, si vous étiez membre de l'organisation Tabital Poulakou, vous l'auriez su, il y a une quinzaine de chefs de village de la région de Mopti qui sont réfugiés à Bamako sous la menace des djihadistes, qui menacent de les exécuter simplement parce qu'ils n'ont pas contribué en troupe. Alors, donc, dans un contexte comme ça, mais les gens n'ont pas la tête à l'élection. Franchement, je ne crois pas qu'il faille encourager.
toute question que vous posez sur ça valide l'élection et ce n'est pas bon. Merci beaucoup. C'est la fin, Draman Aliou. C'est la fin de cette émission. C'est tout. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup, Draman Aliou. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à nos invités, à nos 3 éditorialistes, Gaussou Drabo, Adam Thiam et Draman Aliou Kone. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Seydou Fomba a réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la technique, Gagny Kanté à la régie vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.